Bonsoir, vous suivez Inside New Review. Après notre enquête documentée sur les avoirs présumés de la famille présidentielle en Belgique, nous élargissons le regard pour examiner le phénomène systémique qui saigne le continent africain depuis des décennies. La fuite massive des capitaux vers l'Occident. Les données sont vertigineuses. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique perd annuellement 88,6 milliards de dollars en flux financiers illicites, soit 3,7% du produit intérieur brut continental. Entre 1970 et 2015, le total cumulé atteint 1 400 milliards de dollars, montant qui grimpe à 1 800 milliards si l'on inclut les intérêts composés. La dette extérieure de l'Afrique s'élevait à 770 milliards de dollars en 2018. L'Afrique est donc, techniquement, créancière nette du reste du monde. Cette enquête examine 3 axes fondamentaux. Premièrement, la rationalité économique qui pousse les élites africaines à exporter systématiquement les capitaux détournés. Deuxièmement, l'architecture financière occidentale qui facilite activement cette hémorragie. Troisièmement, les mécanismes délibérés de gel sans restitution qui perpétuent l'appauvrissement continental. Le 8 juillet 2025, 9 membres de la famille du président Félix Tshisekedi ont été visés par une plainte de 80 pages déposée auprès du parquet fédéral belge. Les accusations portent sur le pillage des sites miniers katangais, le détournement de fonds publics et le blanchiment d'argent. En novembre 2025, le parquet belge a demandé l'accès complet aux comptes bancaires de la première dame Denise Nyakero, des frères et des enfants du chef de l'État. Cette procédure soulève une question arithmétique fondamentale: comment une famille dont les revenus officiels ne dépassent pas quelques milliers de dollars mensuels peut-elle accumuler des avoirs immobiliers et financiers estimés à des dizaines de millions de dollars en Belgique? Selon les prévisions budgétaires 2024 publiées par le ministère du Budget, le président Félix Tshisekedi touche un salaire officiel de 10 800 dollars mensuels, soit 129 600 dollars annuels. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, confirma ce montant en janvier 2023 lors d'une intervention sur Top Congo FM, précisant que le salaire brut du président s'élève à environ 17 000 dollars mensuels, soit 204 000 dollars annuels. Cependant, un rapport de la Cour des comptes révèle une anomalie troublante pour l'exercice 2022. Le président aurait reçu un paiement de 14,2 millions de dollars sur des prévisions annuelles de 152 112 dollars, soit un taux d'exécution de 9 366%. Cette irrégularité, documentée par le Centre de recherche sur l'environnement et le développement durable dans le Grand Léopoldville, suggère des mécanismes budgétaires opaques échappant aux circuits officiels. La première dame Denise Nyakero, ancienne infirmière travaillant au Jardin d'Ariane à Bruxelles avant 2019, ne percevait aucune rémunération de l'État congolais selon les registres budgétaires disponibles. Les premières dames en RDC ne bénéficient d'aucun salaire officiel inscrit au budget national. Pourtant, la plainte belge vise directement son patrimoine présumé, suggérant l'acquisition de biens immobiliers en Belgique financés par des fonds dont l'origine reste à établir. Les enfants du président, Anthony et Fanny Tshisekedi, ne figurent sur aucun registre salarial de l'administration publique congolaise. Aucune fonction officielle rémunérée par l'État ne leur est attribuée. L'équation patrimoniale devient donc insoluble. Comment des individus sans revenus déclarés substantiels acquièrent-ils des actifs nécessitant des millions de dollars? Cette arithmétique impossible se répète à travers le continent. L'ancien président Joseph Kabila illustre parfaitement cette contradiction. Un document intitulé « Titre de paiement transféré à la Banque centrale du Congo » qui avait fuité en mars 2019, mentionnait qu'il devait recevoir 680 000 dollars pour le seul mois de février 2019. Ce montant colossal, censé représenter 30% du salaire du président en fonction, selon l'ancienne loi, dépassait de loin tout salaire présidentiel connu en Afrique. Nicolas Kazadi annonça ultérieurement que ce montant avait été drastiquement réduit à environ
12 750 $ mensuels, soit 75% du salaire de Tshisekedi. La différence entre ces montants et le patrimoine familial révélé par l'enquête Congo Hold Up en 2021 reste inexpliquée. L'enquête documentait que Joseph Kabila et son entourage avaient détourné au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État entre 2013 et 2018. Le président camerounais Paul Biya offre l'exemple le plus frappant de cette dualité. Selon Jeune Afrique, en 2014, son salaire officiel s'élevait à 200 € mensuels, soit environ 131 000 francs CFA. Pourtant, selon Business Insider Africa en 2022, Paul Biya figure comme le président africain le mieux rémunéré avec un salaire annuel de 620 976 $, soit environ 51 748 $ mensuels. Cette discordance radicale entre les sources illustre l'opacité délibérée entourant les rémunérations présidentielles. L'écart entre ce salaire, quelle que soit la version retenue, et la fortune personnelle estimée de la famille Biya, qui possède des biens immobiliers en France évalués à plusieurs dizaines de millions d'euros, demeure inexpliquée. En 43 ans de présidence, même avec le salaire le plus élevé avancé, Paul Biya n'aurait accumulé légalement que 27 millions de dollars avant impôts et dépenses personnelles. Comment expliquer un patrimoine immobilier et financier largement supérieur à cette somme? Ces constats arithmétiques ne constituent pas des preuves juridiques de détournement. Ils établissent une incompatibilité factuelle entre revenus déclarés et patrimoine observé. Cette incompatibilité systémique interroge la provenance réelle des richesses accumulées par les familles présidentielles africaines. Elle pose la question centrale de notre investigation. D'où proviennent les fonds ayant permis l'acquisition de ces avoirs lorsque les salaires officiels ne peuvent mathématiquement les justifier? L'investissement local exige une confiance minimale dans la pérennité des droits de propriété. Dans de nombreux États africains caractérisés par une gouvernance faible, le droit de propriété reste intimement lié à la détention du pouvoir politique. Les actifs physiques situés sur le territoire national sont intrinsèquement immobiles et donc saisissables. En cas de chute du régime, ces biens deviennent les premières cibles de la justice ou de la vindicte populaire. À l'inverse, les actifs financiers placés dans des juridictions occidentales bénéficient de la protection offerte par l'état de droit de ces pays. Le paradoxe est saisissant. Les kleptocrates africains profitent de l'absence d'état de droit chez eux pour piller, mais dépendent de la solidité de l'état de droit à l'étranger pour sécuriser leur butin. L'externalisation des capitaux fonctionne comme une police d'assurance vie politique et patrimoniale. L'exemple de Mobutu Sese Seko illustre cette réalité. Le maréchal avait accumulé une fortune estimée entre 4 et 5 milliards de dollars. Lorsqu'il fut renversé en 1997, les autorités suisses gelèrent environ 10 millions de francs suisses. En 2009, après 12 années de procédures judiciaires, la Suisse restitua 7,7 millions de francs suisses, non pas à la RDC, mais à la veuve et aux héritiers de Mobutu. Sur une fortune de 4 à 5 milliards de dollars pillée pendant 32 ans, la RDC ne récupéra jamais un centime. Ce précédent enseigne aux élites actuelles qu'externaliser les capitaux constitue la meilleure stratégie de préservation patrimoniale. Au-delà de la sécurité juridique, une contrainte purement économique limite structurellement l'investissement local des capitaux détournés. Lorsqu'un dirigeant détourne des milliards de dollars, réinjecter ces sommes dans l'économie locale créerait des distorsions macroéconomiques ingérables. Une injection massive de liquidités sans contrepartie productive provoquerait une hyperinflation, déstabilisant le régime même du kleptocrate. Les marchés occidentaux profonds absorbent en revanche des milliards sans impact inflationniste notable. De plus, conserver des avoirs en monnaie locale expose le détenteur aux dévaluations fréquentes qui affectent les devises africaines.
La conversion systématique en devises fortes garantit la conservation de la valeur sur le long terme. Des investissements locaux d'envergure sont visibles et suscitent inévitablement des questions sur l'origine des fonds. À l'inverse, les sociétés écrans et les comptes numérotés offrent l'anonymat nécessaire pour échapper au contrôle social et aux enquêtes journalistiques. L'externalisation ne répond pas uniquement à des calculs économiques rationnels. Elle s'inscrit également dans une psychologie collective héritée de la période coloniale. L'héritage colonial a façonné de nombreux États africains comme des États gardiens, où l'objectif principal de l'élite est de contrôler l'interface entre l'économie domestique et l'économie mondiale. Le territoire national est perçu comme un site d'extraction, tandis que la métropole occidentale reste le lieu de la consommation de prestige et de la légitimation sociale. Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de Guinée équatoriale, incarnait ce modèle. Condamné en France en 2017, il possédait un hôtel particulier avenue Foch à Paris, estimé à 107 millions d'euros, ainsi qu'un parc automobile de 5,7 millions d'euros. Son salaire officiel de ministre de l'Agriculture s'élevait à $6 000 mensuels. Entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du trésor public équato-guinéen avaient été crédités sur son compte personnel en France. Cette ostentation en Occident procurait une légitimation sociale et une appartenance à une élite globalisée. La majorité des flux financiers illicites transitent par des canaux commerciaux sophistiqués et apparemment légaux. Les travaux du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites de l'Union africaine, connus sous le nom de rapport Mbeki, et ceux de la CNUSED déconstruisent ces flux en 3 catégories distinctes. Les pratiques commerciales représentent 65% du total des flux financiers illicites. Cette catégorie comprend la fausse facturation commerciale, les prix de transfert abusifs pratiqués par les multinationales et l'évasion fiscale agressive. La fausse facturation consiste pour un exportateur à sous-estimer délibérément la valeur des marchandises expédiées, conservant ainsi la différence en devises dans des comptes étrangers. Selon la Brookings Institution, entre 34% et 59% de la fuite totale des capitaux africains provient directement de cette pratique. Les activités criminelles constituent 30% des flux illicites. Cette catégorie inclut le trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes et la contrebande de ressources naturelles. Ces activités bénéficient souvent de la complicité ou de la négligence des autorités douanières corrompues. La corruption gouvernementale et le détournement direct de fonds publics ne représentent que 5% du volume total des flux financiers illicites. Ce chiffre peut surprendre, mais son impact demeure disproportionné. La corruption des élites dirigeantes facilite activement les 2 autres catégories. C'est elle qui permet la fausse facturation en corrompant les douaniers et qui autorise les activités criminelles en paralysant les mécanismes de contrôle. Le cas de la RDC offre une illustration concrète. Entre 2012 et 2017, les multinationales des industries extractives ont organisé le rapatriement systématique de leurs bénéfices par le biais de prix de transfert manipulés. En 2019, les profits rapatriés s'élevaient à 7 milliards de dollars, dépassant largement le budget national congolais qui ne s'élevait qu'à 4,4 milliards de dollars. La technique consiste pour une multinationale à sous-facturer les minéraux exportés de RDC vers une filiale intermédiaire établie dans une juridiction fiscale favorable. Cette filiale revend ensuite le même minerai au prix réel du marché, captant l'écart de profit dans une juridiction où les impôts sont minimes. Ces opérations privent l'État congolais de revenus fiscaux colossaux. La fuite des capitaux africains ne pourrait pas s'opérer à cette échelle sans l'infrastructure d'accueil établie dans les pays développés. Cette infrastructure comprend un réseau dense de facilitateurs professionnels, cabinets juridiques spécialisés, sociétés de comptabilité internationale, agents immobiliers de luxe, fiduciaires, gestionnaires de fortune
et prestataire de services aux entreprises offshore. Transparency International a analysé 78 cas documentés de corruption africaine et identifié le rôle central de 87 facilitateurs non financiers dans la dissimulation de richesses offshore. Plus de 54% de ces prestataires opéraient délibérément en dehors de leur pays d'enregistrement. Dans cette étude, 42 cabinets d'avocats furent identifiés comme facilitateurs actifs de la corruption africaine. Les avocats jouent un rôle crucial dans la création de structures juridiques complexes. Ils établissent des fiducies, des sociétés écrans, des holdings en cascade et des montages offshore qui masquent l'identité du bénéficiaire effectif. En invoquant le secret professionnel, ils échappent souvent aux obligations de signalement de soupçons de blanchiment qui s'appliquent aux banques. Un avocat londonien peut structurer l'achat d'un immeuble parisien par un dictateur africain via une société des îles Vierges britanniques sans jamais avoir à signaler cette transaction aux autorités. Les banques occidentales continuent d'accepter des fonds douteux malgré le durcissement apparent des réglementations anti-blanchiment. Le scandale SwissLeaks, révélé en février 2015, a exposé le rôle systémique de HSBC Private Bank Suisse. Entre 2006 et 2007, cette institution gérait plus de 100 000 clients et 20 000 entreprises offshore, dont le portefeuille s'élevait à plus de 100 milliards de dollars. Parmi ces clients, plus de 5 000 étaient liés à 50 pays africains et détenaient collectivement des milliards de dollars. Les documents bancaires internes révèlent que HSBC connaissait ces violations fiscales et, dans certains cas, les facilitait activement. L'étude de l'ONG One établit que les pertes en capital documentées par SwissLeaks pour la Côte d'Ivoire s'élevaient à 169 millions d'euros, équivalent à 39% du budget national annuel de la santé ou 14% du budget de l'éducation. Pour la Tanzanie, seulement 99 citoyens détenaient 114 millions de dollars répartis dans 286 comptes HSBC Suisse. Pour le Sénégal, la fuite correspondait à 0,90% du produit national brut, soit l'équivalent de 38% du budget de la santé. Londres occupe une place centrale dans l'architecture mondiale de la complicité financière. Surnommée l'étoile de la mort de la kleptocratie mondiale par les organisations anti-corruption, la capitale britannique a attiré des richesses suspectes africaines à une échelle qui dépasse celle de toute autre ville européenne. Entre 2016 et 2024, plus de 11 milliards de livres sterling de richesses suspectes ont été directement liées à l'immobilier britannique, dont 5,9 milliards dissimulés dans des structures offshore exploitant les juridictions britanniques d'outre-mer. Le mécanisme londonien fonctionne de manière systématique. Un politicien ou un homme d'affaires africain achète un bien immobilier de luxe via une société constituée dans les îles Vierges britanniques, Jersey, Guernesey ou les îles Caïmans. Cette structure corporative masque le bénéficiaire réel. Aucune vérification effective des origines des fonds n'intervient au moment de la transaction immobilière. Les Pandora Papers, publiés en octobre 2021, identifièrent que 166 sociétés offshore avaient acheté 233 propriétés londoniennes d'une valeur combinée de 350 millions de livres sterling. Ces propriétés étaient liées à 137 Nigérians fortunés et politiquement exposés. L'ancienne ministre nigériane du pétrole, Diezani Alison Madueke, possède 3 appartements londoniens d'une valeur collective dépassant 10 millions de dollars, achetés via des sociétés anonymes enregistrées aux Seychelles. L'outil juridique le plus puissant de la complicité occidentale demeure la tolérance institutionnelle envers les sociétés écrans anonymes. Aux États-Unis, notamment dans le Delaware et dans les territoires d'outre-mer britanniques, il reste possible de créer une société sans révéler l'identité du propriétaire réel. Cette opacité est défendue activement par des lobbies puissants qui tirent des revenus considérables de l'industrie des services financiers offshore. Le général Sani Abacha, qui gouverna le Nigeria de novembre 1993 jusqu'à sa mort subite en juin 1998, détourna entre 3 et 5 milliards de dollars du trésor public nigérian
en seulement 5 ans. Les fonds furent dispersés en Suisse, au Royaume-Uni, au Luxembourg, au Liechtenstein et à Jersey. L'avocat suisse Enrico Manfrini, recruté en 1999 pour récupérer ces fonds, consacra 20 ans de sa carrière à ce dossier unique. Le processus de rapatriement illustre la lenteur systémique des mécanismes de restitution. En 2001, la famille Abacha conclut un accord transactionnel avec le gouvernement nigérian, acceptant de libérer 1,3 milliard de dollars gelés en échange du droit de conserver définitivement 100 millions de dollars. Entre 2005 et 2007, la Suisse restitua 508 millions de dollars. En 2014, le Liechtenstein renvoya 277 millions de dollars. En 2017, la Suisse s'engagea à restituer 321 millions de dollars supplémentaires. En mars 2020, Jersey transféra 308 millions de dollars. Au total, Manfrini affirme avoir sécurisé la restitution de 2,4 milliards de dollars sur une estimation initiale comprise entre 3 et 5 milliards. Des conditions strictes furent imposées à chaque rapatriement, notamment la surveillance par la Banque mondiale. Teodoro Nguema Obiang Mangue accumula plus de 300 millions de dollars en avoirs identifiables malgré un salaire gouvernemental officiel inférieur à 100 000 dollars annuels en 2011. En France, il fut condamné en octobre 2017 en première instance, avec confirmation en février 2020 en appel, puis validation définitive par la Cour de cassation en juillet 2021. Il reçut une peine de 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Tous ses biens saisis furent confisqués pour une valeur estimée à 150 millions d'euros. Cette victoire juridique nécessita 13 ans de procédure depuis le dépôt de la plainte initiale par les ONG en 2008. Omar Bongo Ondimba, président du Gabon de 1967 à sa mort en 2009, et son fils Ali Bongo, qui lui succéda, accumulèrent un patrimoine immense sur le territoire français. L'enquête française identifia au moins 39 propriétés immobilières, 70 comptes bancaires et 9 voitures de luxe appartenant au clan Bongo en France, pour une valeur estimée à 85 millions d'euros identifiés. Ces 3 affaires démontrent que la justice européenne dispose des outils juridiques et techniques pour traquer les biens mal acquis. Les condamnations définitives, bien que tardives, ont un impact financier considérable. Cependant, elles soulèvent une question fondamentale: ces richesses confisquées profitent-elles réellement aux populations spoliées? Lorsque les gouvernements occidentaux découvrent des comptes ou des actifs volés provenant de dirigeants africains corrompus, ils ne les confisquent pas automatiquement. Ils les gèlent, une mesure juridique qui empêche le propriétaire d'accéder à ces fonds, mais qui n'en transfère pas la propriété à l'État hôte. Cette distinction juridique entre gel et confiscation est fondamentale pour comprendre pourquoi les restitutions demeurent si rares. Le gel est théoriquement une mesure temporaire et réversible. Seule une cour compétente, après un jugement définitif établissant l'origine illicite de l'argent, peut ordonner une confiscation définitive. Cette procédure judiciaire requiert des années, parfois des décennies. Pendant ce temps, ces actifs gelés continuent de générer des intérêts et des rendements financiers. Pour les pays africains victimes, l'attente s'éternise dans une frustration croissante. Selon l'initiative de recouvrement des avoirs volés du Groupe des Nations Unies contre la drogue et le crime, il faut en moyenne 4 ans après l'édiction d'une ordonnance de gel des avoirs avant que ne débute seulement le processus de rapatriement. Certains cas prennent plus d'une décennie pour aboutir. D'autres ne débouchent jamais sur une restitution effective. Le cas de Mobutu demeure le plus emblématique de cet échec structurel. En mai 1997, à la chute du régime mobutiste, la Suisse gela environ 10 millions de francs suisses. Pendant 12 années, de 1997 à 2009,
la Suisse prétendit s'efforcer de restituer ses avoirs à la RDC. En avril 2009, le tribunal pénal fédéral suisse décida de ne pas donner suite, estimant que les faits étaient prescrits. Le gel fut levé et les 7,7 millions de francs suisses restants furent officiellement restitués à la veuve et aux héritiers de Mobutu, pas à l'État congolais. Sur une fortune personnelle estimée entre 4 et 5 milliards de dollars pillée pendant 32 ans, la RDC ne récupéra jamais un centime. Le cas de la Tunisie offre un exemple récent particulièrement instructif. Lors de la révolution de janvier 2011 et de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali, les enquêteurs découvrirent que le clan Ben Ali avait approprié environ 10 milliards de dollars. Ces fonds furent immédiatement gelés par les autorités helvétiques. Cependant, les experts estimèrent que la Tunisie ne pourrait espérer rapatrier qu'entre 2 à 3% de ces 10 milliards de dollars gelés. Le coût des expertises judiciaires internationales, des enquêtes complémentaires et des procédures d'appel avoisinait précisément ces taux. Autrement dit, récupérer 200 à 300 millions de dollars sur 10 milliards coûterait à la Tunisie entre 150 et 250 millions de dollars en frais juridiques. Le bénéfice net pour le peuple tunisien serait dérisoire. Selon les statistiques officielles suisses, la Suisse a restitué environ 1,8 milliard de dollars d'actifs volés en provenance d'Afrique et d'autres régions du monde au cours des 25 dernières années. Entre 1986 et 2025, soit une période de 39 années, seuls 1,8 milliard de dollars ont été effectivement rapatriés par la Suisse. Selon l'initiative de recouvrement des avoirs volés, sur 3,7 milliards de dollars d'actifs africains explicitement liés à la corruption et formellement identifiés dans 74 juridictions distinctes, seule une fraction minimale a jamais été restituée aux pays victimes. 3 raisons structurelles expliquent l'absence de restitution. Premièrement, les intérêts accumulés sur les actifs africains gelés ne sont jamais documentés publiquement ni communiqués au pays d'origine. Contrairement aux actifs russes gelés après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, où la Banque centrale européenne annonce publiquement chaque année les montants gelés et les intérêts générés, les actifs africains gelés demeurent enveloppés dans une opacité délibérée. Les banques suisses, britanniques, luxembourgeoises et américaines ne publient jamais les intérêts générés annuellement sur les comptes gelés de dirigeants africains corrompus. Deuxièmement, les gouvernements occidentaux affirment redouter un précédent économique dangereux. Une confiscation systématique et une utilisation unilatérale des actifs gelés constituerait un précédent économique majeur qui rendrait méfiants les investisseurs internationaux. Cette logique protège jalousement le statut privilégié de refuge financier mondial dont bénéficient les places occidentales, même au détriment de la justice pour les populations africaines. Troisièmement, l'inertie juridique et administrative favorise structurellement l'Occident. Tant que les actifs gelés demeurent juridiquement non confisqués et non apatriés, les banques occidentales les conservent dans leur portefeuille d'actifs sous gestion, continuent de générer des rendements financiers et accumulent les intérêts composés. Chaque année de procédures supplémentaires génère des centaines de milliers, parfois des millions de dollars de frais professionnels facturés aux États africains demandeurs. Le contraste avec le traitement des actifs russes gelés après l'invasion de l'Ukraine révèle cette hiérarchie géopolitique. L'Union européenne et les États-Unis ont rapidement élaboré des mécanismes juridiques innovants pour utiliser les intérêts générés par les actifs russes gelés afin de financer la reconstruction ukrainienne. Cette flexibilité juridique soudaine démontre qu'il n'existe aucun obstacle technique insurmontable à l'utilisation des intérêts d'actifs gelés à des fins de dédommagement des victimes. L'obstacle est exclusivement politique. L'Ukraine représentait une urgence géopolitique existentielle pour l'Occident. L'Afrique n'en représente aucune. En mai 2024,
les ministres des Finances du G7 sont parvenus à un accord pour utiliser les intérêts générés par les 300 milliards d'actifs russes gelés afin de lever un prêt de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ce mécanisme fut conçu, négocié et mis en œuvre en moins de 2 ans. En comparaison, les actifs Mobutu sont restés gelés pendant 12 ans avant d'être rendus à sa famille. Les actifs Abacha ont nécessité plus de 20 ans de procédure pour un rapatriement partiel. Le processus de recouvrement des avoirs se heurte à des obstacles juridiques, structurels, délibérément construits qui favorisent systématiquement les détenteurs d'actifs illicites. Dans les systèmes juridiques occidentaux, la protection constitutionnelle de la propriété privée impose un fardeau de la preuve extrêmement élevé aux procureurs qui souhaitent saisir un bien. Pour confisquer un actif, il faut généralement prouver le lien direct entre ce bien et un crime clairement établi. Les pays occidentaux exigent souvent une condamnation pénale préalable dans le pays d'origine pour pouvoir initier une procédure de saisie sur leur territoire. Tant que le dirigeant corrompu est au pouvoir, il contrôle la justice locale et aucune condamnation n'est possible. Un kleptocrate ne peut être condamné dans son pays tant qu'il détient le pouvoir, mais il ne peut être poursuivi efficacement à l'étranger sans condamnation préalable obtenue dans son pays d'origine. Les demandes d'entraide judiciaire internationale demeurent extraordinairement complexes et prohibitivement coûteuses. Les États africains manquent cruellement de ressources humaines qualifiées, de traducteurs juridiques certifiés et d'experts en droit international pour formuler des demandes rigoureusement conformes aux standards juridiques occidentaux. Une simple erreur de procédure suffit à rejeter administrativement une demande sans examen au fond. Les délais de prescription jouent également contre les pays victimes. Dans de nombreuses juridictions occidentales, les crimes financiers se prescrivent automatiquement après un certain nombre d'années, variant entre 5 et 15 ans selon les pays. Si un État africain met trop de temps à identifier des avoirs, les faits peuvent être prescrits avant qu'une procédure ne débute. Le Royaume-Uni a introduit en janvier 2018 les Unexplained Wealth Orders, ordonnances de richesse inexpliquées, spécifiquement conçues pour forcer les personnes politiquement exposées à justifier l'origine de leurs fonds. Cependant, son application pratique est restée dramatiquement limitée. Les kleptocrates visés disposent de ressources financières illimitées pour embaucher les meilleurs cabinets d'avocats londoniens et contester chaque étape de la procédure. Chaque Unexplained Wealth Order émise coûte entre 500 000 et 2 millions de livres sterling aux autorités britanniques. Le risque financier d'une défaite en justice dissuade fortement les agences britanniques d'utiliser massivement cet outil. À ce jour, seule une poignée d'Unexplained Wealth Orders ont été émises depuis 2018, pour des résultats mitigés. Le rapatriement effectif des fonds récupérés pose également un dilemme. Rendre directement l'argent à un gouvernement africain toujours corrompu garantit presque qu'il sera détourné à nouveau. Cette crainte paralyse les mécanismes de restitution et fournit aux gouvernements occidentaux une excuse pour retarder indéfiniment les transferts. Les solutions proposées, comme la supervision internationale stricte de l'utilisation des fonds rapatriés, sont systématiquement perçues par de nombreux États africains comme une atteinte néocoloniale à leur souveraineté. L'Afrique perd annuellement 88,6 milliards de dollars en flux financiers illicites selon la KENUSED. Sur la période 1970-2015, le total cumulé atteint 1,4 milliard de dollars, montant qui grimpe à 1,8 milliard si l'on intègre les intérêts composés. Cette hémorragie financière résulte de 3 facteurs entrelacés. Premièrement, la vulnérabilité institutionnelle qui pousse les élites africaines à chercher une protection offshore. Deuxièmement, la corruption systématique de dirigeants qui détournent les ressources publiques sans jamais être inquiétés. Troisièmement,
les manipulations commerciales que les multinationales extractives exercent via les prix de transfert, privant les États africains de centaines de milliards de dollars. Cependant, ces trois facteurs endogènes ne suffiraient pas sans la complicité institutionnelle active de l'Occident. Londres fournit le marché immobilier anonymisé via les sociétés écrans. La Suisse, le Luxembourg et les paradis fiscaux fournissent le système bancaire offshore opaque. Les cabinets juridiques anglo-saxons fournissent l'architecture légale de la dissimulation. L'application délibérément faible des réglementations anti-blanchiment transforme les risques juridiques en coûts de transaction minimes. Au-delà de cette complicité active, se déploie un système d'immobilisation délibéré encore plus pernicieux. Le gel d'actifs sans restitution effective. Ces actifs gelés génèrent des intérêts que nul n'affecte aux pays victimes. Pendant ce temps, les gouvernements africains attendent parfois plus d'une décennie que s'accomplissent les procédures judiciaires. Il faut statistiquement, en moyenne, 4 années après le gel d'un actif avant que ne débute le processus de rapatriement. Certains cas prennent 10 à 15 années. D'autres ne débouchent jamais sur aucune restitution. En 39 années, la Suisse n'a restitué que 1,8 milliard de dollars sur les 3,5 milliards d'actifs africains volés identifiés. Pour nous, Congolais, cette réalité revêt une dimension particulièrement douloureuse. Nous avons survécu à 32 années de pillage sous Mobutu, 18 années supplémentaires sous les Kabila. Nous observons aujourd'hui les accusations graves portées devant la justice belge contre 9 membres de la famille du président Félix Tshisekedi. Accusations qui suggèrent une continuité du système prédateur. Les 129 milliards de dollars générés par le Katanga entre 2018 et 2024 auraient dû transformer notre pays. Ils auraient dû financer la construction de milliers d'hôpitaux, de dizaines de milliers d'écoles, de centaines de milliers de kilomètres de routes. Au lieu de cela, nos enfants continuent de mourir de maladies évitables, notre jeunesse reste condamnée à une éducation dérisoire. Nos infrastructures se délabrent. L'enquête judiciaire belge ouverte en juillet 2025 nous place face à une question historique. Allons-nous répéter le cycle Mobutu? Les avoirs présumés seront-ils gelés pendant des années? Généreront-ils des intérêts qui enrichiront les banques européennes, puis seront-ils rendus aux héritiers faute de preuves? Ou bien, pour la première fois dans notre histoire, la justice belge ira-t-elle jusqu'au bout? Confisquera-t-elle définitivement ses biens et négociera-t-elle un mécanisme de restitution qui garantira que ces richesses bénéficieront au peuple congolais? L'Occident ne rapatrie jamais spontanément les intérêts des actifs africains gelés comme aide. Il n'adopte aucun mécanisme de confiscation automatique, il ne crée aucun fonds de dédommagement pour les populations victimes. Ces choix politiques ne procèdent d'aucun obstacle juridique insurmontable. La preuve réside dans le traitement des actifs russes gelés après février 2022, où l'Occident découvrit soudainement une flexibilité juridique remarquable. Ces choix procèdent exclusivement d'une hiérarchie géopolitique. L'Ukraine représentait une urgence sécuritaire pour l'OTAN. L'Afrique n'en représente aucune. L'hémorragie continue. Les capitaux fuient quotidiennement. Les actifs demeurent gelés indéfiniment. Les intérêts s'accumulent silencieusement. Et le silence occidental demeure complice. Pour nous, journalistes congolais d'investigation, la mission reste claire. Documenter ces mécanismes, informer nos concitoyens et exiger la transparence. Nous ne cesserons de poser les questions qui dérangent. Où vont les richesses du Katanga? Qui contrôle les sites miniers? Quels comptes bancaires reçoivent les redevances? Et surtout, pourquoi nos enfants meurent-ils de faim alors que notre sous-sol enrichit le monde? Ces questions incarnent le nationalisme authentique, celui qui exige de nos dirigeants qu'ils servent la nation plutôt que leurs intérêts privés. Nous méritons un État qui construit des hôpitaux avec les revenus du cobalt,
qui financent des écoles avec les profits du cuivre, qui bitument des routes avec les redevances des mines. Tant que ces richesses continueront de s'évaporer vers l'Europe, notre développement restera une chimère. Et tant que l'Occident continuera d'accueillir ces capitaux sans jamais les restituer, il restera complice de notre appauvrissement. Face à cette réalité systémique, une question demeure ouverte pour chacun d'entre nous. Combien de générations congolaises devront encore payer le prix de cette hémorragie silencieuse avant que nous exigions collectivement la rupture définitive avec ce cycle? Merci de nous avoir suivis ce soir sur Inside New Review. Nous continuerons d'investiguer, de documenter et d'informer. Rejoignez-nous pour nos prochaines émissions. La transparence n'est pas négociable. L'information non plus. À très bientôt.